Dans cette vidéo, je vais vous offrir quelques ressources pour trouver des idées de reportage. On va notamment parler des communiqués de presse, des manifestations et autres événements de l'actualité, de rencontres d'organismes publics et parapublics. La photo en arrière-plan est une photo que j'ai prise il y a quelques années lors d'une manifestation en faveur de la gestion de l'offre, manifestation qui était devant le Parlement à Ottawa. Alors là, on a un exemple concret d'une couverture journalistique qui émanait d'un événement de l'actualité, en l'occurrence une manifestation. Voici quelques-unes des sources fréquemment utilisées par les journalistes pour trouver des idées de reportage. Donc, les événements de l'actualité, ça va de soi. On parle ici de manifestations, d'accidents, d'incendies, de faits divers en général, d'événements, par exemple, comme la cohue du temps des fêtes dans les centres commerciaux. Bref, les événements de l'actualité, c'est ce qui se passe au quotidien et qui a des conséquences pour la population. On peut également faire des suivis sur des histoires précédentes, soit des histoires sorties par d'autres médias ou encore des suivis sur nos propres histoires. Et ça, je vais vous donner quelques exemples dans les prochaines diapos. Les conférences de presse, les attachés de presse et les communiqués de presse sont également des sources importantes d'idées. Il faut toutefois faire attention de ne pas se laisser trop influencer ou berner par des gens dont le métier est de communiquer de l'information aux journalistes. Et là, je ne dis pas ici que tout le monde agit de mauvaise foi, mais il faut quand même garder notre sens critique et savoir dire non. Savoir faire le tri parmi tous les communiqués de presse et toutes les invitations qu'on reçoit. Un peu dans le même ordre d'idées, il y a des groupes d'intérêt qui vont nous contacter parfois pour nous suggérer une idée de reportage. On peut dire oui, tout en gardant évidemment le plein contrôle sur la trame narrative du reportage, mais on peut ça ne nous coûte rien de parler aux gens et de voir ce qu'ils ont à nous dire. Les études scientifiques et les sondages sont encore là des points de départ potentiels pour des histoires. Quand on parle d'une étude scientifique, eh bien, on peut par exemple faire une entrevue avec l'auteur ou l'un des auteurs d'une étude. Lorsqu'on parle de sondage, il peut y avoir des sondages qui sont produits par des tierces parties ou encore des sondages qui sont produits à la demande de certains médias. Et là, quand on utilise des sondages, il y a des normes en place, notamment en ce qui a trait à l'échantillonnage. Mais ici, je ne veux pas discuter des bienfaits et des désavantages de toutes ces sources potentielles d'idées. Je vous donne surtout une énumération et quelques exemples. On peut également faire notre propre revue des médias. Ça, c'est assez fréquent et c'est ce que j'ai fait pendant un bon moment, pendant mes années à Radio-Canada, lorsque je remplaçais comme réalisateur aux émissions radio ou encore réalisateur aux affectations. L'une des premières choses que je faisais le matin était de regarder les autres médias et de voir ce qu'ils avaient produit comme nouvelles. Par exemple, le journal Le Droit ou encore est-ce qu'une autre station de radio avait sorti une histoire intéressante. Et là, je ne dis pas qu'il faut toujours émuler ce qui est fait par les autres médias, mais il faut bien évidemment être au fait de ce qui se passe dans les autres médias. Donc, la revue des médias est un bon point de départ. Et souvent, vous allez tenter de trouver votre propre angle à cette nouvelle. Les textes d'agence, c'est un peu à l'image de la revue des médias. On peut voir le menu qui nous est offert par diverses agences comme la presse canadienne, si votre média en est membre. Et souvent, avec les agences, on va avoir un contrat qui va spécifier si on peut reprendre l'article de façon intégrale ou si on peut utiliser une partie de l'article ou encore si on peut utiliser seulement les informations pour complémenter notre propre texte, mais parfois les textes d'agence vont nous informer et ça arrive même au niveau régional, au niveau local. Des fois, les textes d'agence vont nous informer de la tenue d'un événement, par exemple, dont nous n'étions pas trop au courant. Les médias sociaux, ça va de soi. On doit les surveiller. Souvent, on peut trouver des idées potentielles sur les médias sociaux. Encore là, il faut faire attention de ne pas tomber dans les chambres d'écho où quelque chose semble très pertinent
sur les médias sociaux, mais sans trop de conséquences concrètes pour monsieur, madame, tout le monde dans la société en général. Donc, faites attention quand même aux chambres d'écho sur les médias sociaux. D'autres sources qui sont fréquemment utilisées par les journalistes pour trouver des idées, les informations émanant du public ou encore les informations provenant de sources. Le public peut nous contacter proactivement. Des fois, on va faire des appels au public pour demander aux gens, avez-vous été touché par cet événement ou par cet enjeu? Si oui, contactez-nous. Pour ce qui est des sources, également, un peu la même dynamique. Les sources peuvent nous contacter de façon proactive ou des fois, vous allez développer un réseau de contacts et de sources dans différents domaines. Vous pouvez appeler ces gens-là pour faire un suivi et voir comment vont les choses. Donc, les rappeler 3 mois après le lancement d'un projet pour voir comment les choses vont. Et ça entre un peu dans la catégorie des suivis également. Les ordres du jour et les procès-verbaux des organismes publics et parapublics sont également une mine d'or pour préparer des reportages à l'avance, pour faire des suivis lorsqu'on n'a pas pu assister à une rencontre. Dans le même ordre d'idées, les réunions des organismes publics et parapublics. La plupart des organismes publics et parapublics doivent tenir des rencontres publiques au Canada. Donc, vous pouvez, par exemple, assister à la rencontre d'un conseil scolaire en Ontario ou encore à la rencontre des membres d'un conseil municipal. Donc, ces rencontres sont souvent des endroits où vous allez pouvoir puiser de l'information qui est d'intérêt public. Les sites d'appel d'offres des organismes publics et parapublics sont une autre mine d'or pour des sujets de reportage. Je vais vous donner quelques exemples dans les prochaines diapos, mais sachez que la plupart des organismes publics et parapublics doivent procéder par appel d'offres pour faire l'acquisition de biens ou de services. Évidemment, il y a des exceptions pour des biens ou des services qui ne coûtent pas trop cher, mais si par exemple la ville d'Ottawa veut refaire le pavage d'une rue et veut pour ça embaucher un sous-traitant, eh bien, la ville d'Ottawa devra faire un appel d'offres pour que des sous-traitants potentiels présentent leur devis. Et ensuite, il y a des règles qui encadrent la sélection du soumissionnaire qui pourra procéder aux travaux. Généralement, c'est le plus bas soumissionnaire qui respecte quand même un cahier de charges. Les anniversaires, par exemple, 10 ans plus tard, 5 ans plus tard, 3 mois plus tard, peuvent être de bonnes accroches pour trouver un nouvel angle à une histoire. Les demandes d'accès à l'information, on va en parler davantage l'automne prochain, mais sachez qu'il y a des lois dans la plupart des pays occidentaux, à tout de moins, qui vous permettent de demander de l'information et des documents auprès d'organismes publics et parapublics et à l'intérieur du cadre des lois d'accès à l'information, ces organisations devront vous donner les documents demandés ou l'information demandée. Ensuite, on a les infolettres et les listes de diffusion. Vous pouvez vous abonner à une infolettre ou encore à une liste de diffusion pour recevoir de l'information d'une organisation, d'une entreprise, d'un groupe communautaire. Et finalement, ne négligez pas vos propres observations ou vos propres questions. Souvent, comme journaliste, on est exposé à diverses situations, autant dans notre vie professionnelle que dans notre vie personnelle. Et ces situations, ces observations nous amènent à nous poser des questions. Donc, ça peut être un très bon point de départ également. Je vais maintenant vous donner quelques exemples de reportages que j'ai produits principalement à CBC et à Radio-Canada. Et la raison est simple. J'ai passé une bonne partie de ma carrière jusqu'à maintenant à CBC Radio-Canada, mais j'ai également pour vous 2 exemples publiés dans The Gazette à Montréal et le journal La Presse. Et ces exemples ne sont pas nécessairement de grands reportages, même des reportages dignes de mention, mais l'idée de choisir mes propres reportages est tout simplement que je peux vous expliquer ce qui a amené l'idée initiale pour le dit reportage. Ici, on a une photo des inondations, je crois, de 2017 à Gatineau, lorsqu'une portion de l'autoroute 50 avait été inondée. Et ça, c'est un bon exemple d'un événement de l'actualité. Donc, personne n'a prévu l'inondation, on n'a pas reçu de convocation média, on a simplement eu de l'information à l'effet que l'autoroute commençait à être inondée
et un affectateur m'a envoyé sur les lieux avec une caméra pour prendre du visuel, autant vidéo que photo. Et quand je dis avec une caméra, je ne parle pas d'un caméraman. J'y suis allé moi-même avec un appareil photo qui pouvait également filmer et j'ai donc produit les photos autant pour la télé que le web, ce qui est un bon exemple des compétences multiplateformes que vous serez probablement appelé à développer et à déployer. Donc voici un premier exemple. It's really bad. Local businesses lament Eardley Masham Road staying closed until fall. Ça, c'est un exemple typique d'un suivi. Donc, il y avait eu des inondations encore en 2019. Je remplaçais à CBC pour quelques jours et je devais trouver un sujet de reportage. Et donc, je me suis dit, je vais faire des suivis. J'avais eu vent que ce chemin qui passe à travers le parc de la Gatineau, mais qui est un chemin provincial qui constitue un raccourci pour les résidents des abords du parc de la Gatineau, eh bien que ce chemin était fermé depuis le printemps en raison des inondations et rendu à la fin juillet, début août, il n'était toujours pas rouvert. Donc j'ai appelé des élus locaux, j'ai appelé des gens d'affaires et ça a donné lieu à cet article. Si vous souhaitez lire les articles qui sont dans cette présentation, je vais mettre sur la page du cours la présentation PowerPoint et vous n'avez qu'à cliquer sur les captures d'écran qui inclut un lien caché là et les captures d'écran vous amèneront donc directement à la version en ligne de chacun des articles. On a un autre exemple ici avec Monument aux victimes du communisme, le financement privé bat de l'aile. Dans ce cas-là, c'est une demande d'accès à l'information que j'avais faite à Patrimoine canadien pour obtenir des informations sur ce projet donc de Monument aux victimes du communisme. Le monument qui avait fait beaucoup jaser pendant la campagne électorale fédérale de 2015, etc. Donc, j'avais fait une demande d'accès à l'information et ce que j'avais demandé, c'était une copie des échanges courriels entre Patrimoine canadien et l'organisme Tribute to Liberty, qui est l'organisme privé qui chapeautait ce projet. Et j'ai reçu environ une centaine de pages d'échanges courriels. Et sur l'une de ces pages, il y avait une phrase de la part, si je me rappelle bien, d'une fonctionnaire de Patrimoine canadien qui résumait une rencontre avec une représentante de Tribute to Liberty et qui lui disait donc pour récapituler ce que vous m'avez dit, vous n'arrivez toujours pas à atteindre vos objectifs en matière de financement. Et là, j'ai creusé un petit peu plus avec une collègue de CBC. On a essayé de parler à des gens et ça a donné lieu à ce reportage. Et il existe également une version anglophone de ce reportage. Ce texte est un exemple classique d'un reportage basé sur un anniversaire. Donc, dans ce cas-ci, les 10 ans du tremblement de terre en Haïti. Je remplaçais encore une fois à CBC à l'hiver 2020, donc 10 ans plus tard, et j'ai fait moi-même mes propres recherches. Et là, je ne parle pas de faire des recherches sur YouTube depuis mon sous-sol, je parle de faire des recherches journalistiques pour trouver des intervenants potentiels à Ottawa. Et le tremblement de terre s'était produit donc en 2010, janvier 2020. J'ai trouvé que certaines églises haïtiennes, notamment à Ottawa, avaient des services le dimanche. Et coïncidence, l'anniversaire, les 10 ans, tombait un dimanche. Donc, j'ai approché notamment un pasteur dans cette église qui est située sur King Edward et nous avons discuté de l'état des choses en Haïti 10 ans plus tard et j'ai également parlé à des gens qui étaient en Haïti au moment du tremblement de terre, au moment du séisme. C'est le cas de Fanoun Mallette qui est cité dans mon texte. Encore là, allez lire la version complète du texte, mais cette dame m'a raconté comment elle avait vécu le tremblement de terre et comment 10 ans plus tard, maintenant qu'elle est au Canada avec sa famille et son fils, dont elle était enceinte lors du tremblement de terre, eh bien, comment 10 ans plus tard, elle se commémorait ces tristes événements. Système Phoenix, le gouvernement cherche encore à améliorer la formation de ses employés. Ici, on a un exemple d'un texte et quand je dis texte, c'est que je vous montre les versions web de ces divers reportages, mais dans la plupart des cas, il y avait également une composante radio et ou une composante télé. Donc, quand je fais référence au reportage, je parle de l'ensemble de l'œuvre. Donc, dans ce cas-ci, Système Phoenix, le gouvernement cherche encore à améliorer la formation de ses employés. Ce texte est issu d'une demande, non pas d'accès à l'information, mais d'un appel d'offres
publiés par le gouvernement sur son site achatevente.gc.ca. Donc, j'avais un petit peu de temps et j'ai fouillé et j'ai découvert que le gouvernement avait fait un appel d'offres pour améliorer la formation de ses employés sur le système de paye Phoenix. Et donc, en contactant des gens, en faisant des demandes d'information, et là, je ne parle pas de demande d'accès à l'information, mais simplement d'une demande plus ou moins formelle par courriel, par exemple, au gouvernement, j'ai pu produire ce reportage. Exemple similaire ici, de nouveaux travaux en vue au Musée canadien de la nature, donc toujours sur le site achatevente.gc.ca, si je me rappelle bien, c'était en 2015. J'avais trouvé un appel d'offres pour des travaux au Musée de la nature. J'ai contacté le responsable des communications du musée qui m'a dit écoute, on n'était pas encore prêt à faire l'annonce, mais plus que tu me contactes et que tu as de toute évidence trouvé les documents, je vais te donner la primeur. On s'entend, ce n'était pas un reportage là, qui était d'intérêt public au plus haut point, mais somme toute, ce sont des fonds publics qui étaient utilisés pour rénover un musée public et j'avais l'information, donc j'ai passé quelques heures à faire des appels et à produire ce petit texte qui se voulait une primeur. Quand on parle de primeur, c'est qu'on a l'information avant d'autres journalistes, mais ce n'est pas nécessairement un exclusif qui est basé sur une longue recherche, c'est simplement qu'on a eu l'information avant d'autres journalistes. Homeowners want province to help flood-proof, not just rebuild. Exemple parfait ici d'un reportage qui, a priori, émanait d'une rencontre publique. Il y avait une rencontre à Constance Bay pour les propriétaires de maisons qui avaient été inondées lors des inondations. Mon affectatrice, je remplaçais à CBC, m'envoie là-bas, c'était au mois de juillet 2019, et nous avions discuté et on s'est dit, dans le pire des cas, je vais faire un petit texte sur le fait qu'il y avait une rencontre d'information pour les propriétaires du secteur. Ils étaient peut-être une quarantaine ou cinquantaine. A priori, la rencontre d'information n'était pas vraiment d'intérêt public pour des gens qui n'habitaient pas dans ce secteur. Or, en écoutant les présentations des représentants du ministère ontarien des Affaires municipales et du logement, en écoutant les propriétaires de résidences s'exprimer, j'ai accroché sur le fait que beaucoup de propriétaires disaient aux représentants du gouvernement, écoutez, oui, merci, c'est bien que vous ayez décidé de nous offrir des fonds pour nous aider à reconstruire nos maisons, nos résidences qui ont été touchées, mais est-ce qu'on pourrait obtenir des fonds pour améliorer comment dire, j'allais dire le terme en anglais résilience, mais pour améliorer la capacité de notre maison à faire face à une éventuelle nouvelle inondation. Par exemple, plutôt que de simplement reconstruire la maison telle quelle avec le sous-sol, en fait la maison était toujours là, mais plutôt que de simplement refaire le sous-sol, certains auraient aimé des fonds pour soulever leur maison ou encore pour refaire la fondation qui n'avait pas été a priori endommagé, c'était un peu le critère, c'est que le gouvernement voulait payer seulement pour les travaux de réparation. Et des gens disaient, ben, aidez-nous non pas seulement à réparer, mais également à préparer notre maison pour la prochaine inondation. Donc, quand vous devez couvrir un événement, gardez toujours en tête que la nouvelle n'est souvent pas l'événement en soi. On va à une manifestation, oui, la manifestation, si des milliers de personnes y prennent part et qu'elles bloquent la circulation, peut être un événement en soi. Mais au-delà de ça, on doit s'intéresser à ce que les gens ont à dire. Et on en a un bon exemple ici. Cet article est un exemple d'un reportage issu d'une observation. J'habite non loin de l'intersection du boulevard Saint-Laurent et de la rue Donald à Ottawa et j'ai remarqué, à l'été 2019, que des véhicules empruntaient la piste cyclable. Donc, vous voyez les trois voitures sur la droite, avec la voiture blanche, la voiture bleu-gris et la voiture gris-brun. Eh bien, ces voitures étaient dans la piste cyclable. Ce n'est pas une route à cet endroit-là, c'est vraiment fait pour les cyclistes. Il y avait des enjeux d'affichage, donc j'ai contacté la municipalité, la ville d'Ottawa, j'ai contacté l'élu du quartier, Ralston King, et j'ai parlé à des gens de Bike Ottawa notamment. Et
Donc, ce reportage était issu de ma propre observation. En passant par là, j'ai remarqué un problème. J'ai fait des appels, j'ai fait des démarches et j'ai produit un reportage. Et par la suite, j'ai fait un autre reportage sur le fait que cette nouvelle configuration d'intersection se veut plus sécuritaire. Mais la ville a fini par admettre indirectement qu'elle devrait peut-être mettre, et je dis indirectement, c'est qu'elle l'a admis directement, mais tout d'abord, elle a fait les travaux. La ville nous disait non, c'est une intersection qui est censée être plus sécuritaire, les gens vont s'y habituer. Et avant la diffusion de la version télé de mon reportage, la municipalité est allée installer des petits gendarmes bleus en plastique, donc vous savez, les petits poteaux flexibles, et m'a informé de ça par courriel. Donc c'est pour ça que je dis qu'elle a finalement admis indirectement qu'il y avait peut-être un enjeu, puisqu'il y a eu des modifications. Et par la suite, j'ai fait un suivi en demandant à la municipalité combien d'intersections du genre seront construites. J'ai eu des informations et j'ai pu faire un nouveau texte. Donc, ça, c'est un exemple classique. Un autre exemple est un reportage que nous avons fait à Radio-Canada sur le fait que certains employés d'OC Transpo ne portaient toujours pas le masque à bord du train léger, même si c'était une règle à l'été 2020. Et ça, c'est parce qu'en allant travailler au centre-ville, en prenant le train léger, j'ai remarqué à quelques reprises que des employés ne portaient pas le masque. J'ai filmé rapidement en caméra cachée avec mon cellulaire, donc la ville ne pouvait pas nier le problème, et on a fait un reportage là-dessus. Ici, on a un exemple d'une rencontre du conseil d'administration de la STO, la Société de transport de l'Outaouais, encore là, il y a plusieurs années, 2015, et je devais couvrir la rencontre du CA. De mémoire, il n'y avait rien de très pertinent lors de cette rencontre-là. Et par la suite, il y a eu une mêlée de presse. Une mêlée de presse, c'est lorsque plusieurs journalistes posent des questions aux intervenants en même temps, mais plutôt que d'être assis, et c'est très structuré avec un modérateur qui va inviter chacun des journalistes à poser sa ou ses questions. Ça, c'est plus traditionnel dans une conférence de presse. Dans une mêlée de presse, les journalistes se mettent devant l'invité et on lui pose plein de questions en rafale. Et je ne me rappelle plus trop comment, mais on avait posé la question à ce moment-là à la STO, à savoir pourquoi n'êtes-vous toujours pas sur les médias sociaux, notamment sur Twitter, pour informer vos usagers en temps réel. Et donc, là, on a un bon exemple d'une rencontre d'un organisme public qui se voulait, somme toute, mondaine de mémoire, et avec un autre collègue d'un autre média, à force de poser des questions, on a fini par faire admettre au président du conseil d'administration de l'époque, Gilles Carpentier, qu'il était peut-être temps que la Société de transport de l'Outaouais arrive en 2015. Je pense même que c'est l'une de ses citations et qu'elle soit sur les médias sociaux. Et pour la petite anecdote, il résistait un peu à nos questions et il avait justifié en réponse à une question précédente un projet en disant « Écoutez, les autres grands rangs de sociétés de transport, notamment la Société de transport de Montréal, la Commission de transport de Toronto, etc., font tout ça. » Et donc là, lorsqu'il ne voulait pas trop répondre à nos questions sur Twitter en disant, eh bien, écoutez, il faudrait poser la question à ma directrice générale, on a d'autres priorités, on l'a relancé en lui disant, ben, écoutez, tout à l'heure, vous avez justifié votre autre décision en disant que d'autres grandes sociétés de transport le faisaient. La Société de transport de Montréal, la Commission de transport de Toronto sont sur Twitter. Alors, pourquoi est-ce que la STO n'y est pas? Et c'est ce qui a donné lieu à cet article. Encore là, si on se remet dans le contexte de 2015, c'était une nouvelle pertinente. Et finalement, deux exemples de journaux qui ne sont pas affiliés à CBC Radio-Canada. Booze Free Lounge, Fun Without Bar Buzz. C'est un reportage que j'ai fait en décembre 2009 lorsque j'étais en stage au Montreal Gazette. Et à la Gazette, en tout cas à l'époque, je ne sais pas si ça a changé, les stagiaires ne pouvaient pas se faire assigner d'histoire. Donc, je devais moi-même trouver mes sujets de reportage. Et Jean-Claude Télémac, qui était une connaissance à mon père, qui avait lancé un bar où il ne servait pas d'alcool. Donc, l'Anonyme, le lounge de l'Anonyme à Montréal, se voulait un bar sans alcool et les cocktails ressemblaient à des cocktails avec alcool, mais ils étaient sans alcool et donc j'ai fait un reportage là-dessus. Mais pour ne pas que ça soit seulement un reportage qui à teneur
publicitaire pratiquement, pour ainsi dire, sur le lounge de l'anonyme. J'ai parlé à au moins 2-3 experts en matière de dépendance aux drogues et à l'alcool qui m'ont parlé de l'impact positif que pouvait avoir un endroit comme celui-là sur la réhabilitation des gens avec des problèmes de dépendance, parce que ça leur permet de sortir, d'avoir l'ambiance d'une boîte de nuit ou d'un bar sans être exposé à l'alcool. Donc, dans ce cas-là, j'ai poussé un petit peu plus loin l'histoire. Je suis parti de l'ouverture de ce nouvel endroit pour parler de façon plus large de l'enjeu de, des dépendances à l'alcool et aux drogues et comment on peut maintenir une vie sociale tout en arrêtant de boire. Le lounge était ouvert depuis déjà 3 ans. Là, il avait ouvert en mai 2006 et je crois qu'il est maintenant fermé, mais c'était un peu l'idée derrière ça. Et un dernier exemple, Esclaves des temps modernes, c'est un extrait d'un court texte que j'avais produit avec ma collègue Marie-Josée Sanson lorsque j'étais à Cotonou au Bénin. Nous étions participants à un programme avec Jeunesse Canada Monde en 2004-2005 et on a produit un petit documentaire d'à peu près 13 minutes sur le trafic d'enfants au Bénin. Et la presse avait un partenariat avec Jeunesse Canada Monde et nous avions produit une version écrite de ce reportage. Et pour trouver l'idée, c'est que nous étions là-bas, au Bénin, comme stagiaire dans des médias locaux. Moi, j'étais à l'Office de radio-télédiffusion du Bénin, l'ORTB, et je n'avais pas vraiment d'assignation. Donc, j'ai parlé avec mes superviseurs et mon superviseur de Jeunesse Canada Monde également, et j'ai eu l'autorisation de trouver une idée de reportage que nous allions produire, Marie-Josée et moi, qui était dans une situation semblable. Donc, ce n'était pas un reportage pour l'ORTB, c'était vraiment un projet parallèle pendant notre séjour au Bénin. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a approché une association très connue, Oxfam Québec, qui avait des bureaux au Bénin. Nous avons pris rendez-vous, nous nous sommes présentés comme de jeunes journalistes et on a demandé des pistes pour des sujets potentiels. Une intervenante d'Oxfam nous a mis sur 2-3 pistes potentielles, nous a aidé à développer des contacts et c'est ce qui a donné lieu à ce reportage au final, ainsi qu'un reportage vidéo qui avait été finaliste pour un concours avec Télé-Québec et la bande vidéo. Donc, l'idée n'était pas la nôtre à la base. On n'était pas arrivé à cette idée, comme on dit en anglais, out of the blue, mais vraiment en parlant des intervenants du milieu qui avaient des ressources et des sources. Et nos sources principales, les dames que nous avons interviewées pour ce reportage, sont toutes béninoises. Donc, on a vraiment utilisé une association que nous connaissions pour entrer en contact avec des gens qui nous étaient inconnus a priori. Alors voilà pour ce qui est de quelques exemples de façons de trouver des idées de reportage. J'espère que ça vous sera utile. Maintenant, à vous de jouer.